Mesdames et messieurs, chers partenaires des signes d'origine et de qualité, chers collègues, chercheurs, chers visiteurs, je suis très heureux de vous accueillir sur le stand d'INRAE en présence de nos collègues et amis de l'INAO et son président Philippe Brisbard. Je ne vais pas remonter à l'histoire ancienne, parce qu'il y a quand même beaucoup de visages jeunes dans l'assistance, mais dans une vie précédente, j'ai eu la chance d'être directeur général de l'INAO à la place de Carole, qui est là. Voilà. Donc je mesurais déjà à l'époque l'importance et l'intérêt des signes d'origine, l'importance et l'intérêt d'une coopération avec la recherche. À l'époque, on avait signé un accord cadre de recherche avec l'INRA. C'était avant la création d'INRAE. Donc je suis très heureux à double titre comme président d'INRAE, mais aussi à titre personnel de vous accueillir. Carole évoquait la réunion précédente qui s'est passée au ministère de l'Agriculture pour parler de l'importance du lait cru dans les signes d'origine et notamment dans les fromages au lait cru. Ce qui montre qu'on peut avoir des coopérations scientifiques très précises. Mais là, aujourd'hui, on est réunis pour prendre un petit peu de hauteur et se poser la question de la contribution des produits sous signe officiel de qualité et d'origine face aux grands enjeux de la souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de la souveraineté alimentaire déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a eu des discussions à la FAO. On a commencé de parler de souveraineté alimentaire quand l'Organisation mondiale du commerce avait élargi ses travaux à l'agriculture et il y avait un certain nombre de paysans, d'agriculteurs dans le monde qui légitimement se posaient la question de qu'est-ce qui se passerait dans une économie de l'agriculture et de l'alimentation complètement mondialisée. Des bénéfices possibles, mais aussi des risques de dépendance. Le sujet est revenu évidemment dans le débat politique plus récemment, à la fois quand on a fait face à des chocs et les crises sanitaires s'enchaînent. On a tous en tête encore l'épidémie, la pandémie de Covid en 2020 et qui a mis un peu à rude épreuve les systèmes alimentaires dans le monde. Malheureusement, dans beaucoup de pays, elle a entraîné un recul de l'autosuffisance alimentaire. Ça a bien résisté, on va dire, dans notre pays, mais la question est revenue dans l'agenda. Plus récemment encore, évidemment, comment ne pas penser à la fois aux guerres aux portes de l'Europe, en Ukraine, et aux guerres économiques et commerciales, y compris avec des grands partenaires comme les États-Unis, qui peuvent du jour au lendemain prendre des positions sur des systèmes de taxes douanières qui peuvent mettre en difficulté des économies agricoles et alimentaires. Et on prend à chaque fois qu'on est confronté à ces crises conscience, le grand public, les responsables politiques, du fait que la souveraineté ou l'autonomie stratégique et militaire de l'Europe, c'est important. Mais finalement, ce qui paraît complètement acquis et sans sujet même de discussion ou d'inquiétude pour nos pays développés, malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde, pour toutes les nations et tous les peuples, mais pour nous, on pourrait penser qu'on n'a pas de souci à se faire. En fait, la question revient. Alors, du point de vue de la recherche, on ne va pas rentrer trop dans les discussions sur le sens de souveraineté alimentaire, mais je reprends quand même des éléments que nos collègues ont essayé de poser pour que ça ne soit pas un mot valise complètement creux ou un slogan. C'est une définition qui emprunte aux définitions internationales la garantie d'un accès pour un État ou une population à une alimentation saine et durable. Le terme saine et durable, évidemment, est très important et résonne pour nous, puisque c'est évidemment aussi l'enjeu de nos recherches, qui implique le choix de systèmes agricoles et alimentaires souhaitables, la prise en compte des attentes des citoyens, une indépendance et une maîtrise par rapport aux choix qui pourraient être imposés par d'autres acteurs ou d'autres États. Alors là-dedans, très concrètement, les productions sous signe de qualité et d'origine ont évidemment beaucoup d'intérêt. Elles ont été construites historiquement pour valoriser des produits ancrés, des productions ancrées dans les territoires, dans les terroirs. Comme on a toujours dit à l'INAO, les signes d'origine, ils ne sont pas opéables, ils ne sont pas délocalisables. Il y a un lien entre finalement le territoire, la qualité spécifique du produit et le nom du produit qui est associé à la notoriété
auprès des consommateurs et des citoyens. Donc c'est aussi, mais peut-être que tu vas le dire Philippe, des productions importantes. On ne peut pas dire que c'est des productions confidentielles ou haut de gamme qui seraient réservées seulement à une élite ou à des gens qui ont des moyens très élevés. Évidemment, il y a des questions d'accessibilité qui peuvent se poser, mais c'est quand même un tiers des exploitations agricoles françaises qui sont engagées dans des signes d'origine et de qualité. Donc c'est tout ceci qui nous a amené à souhaiter discuter devant vous aujourd'hui avec des contributions de chercheurs et de professionnels, finalement à la fois des atouts, des signes d'origine et de qualité, aussi de la vulnérabilité. Dans le concert international, on sait que si c'est dur de discuter des taxes, l'accord sur le Mercosur a évidemment amené un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes dans le monde agricole pour l'équité des normes qui pouvaient être ou pas prises en compte dans les accords internationaux. Mais toute la bataille mondiale sur la protection et la reconnaissance des indications géographiques, évidemment, c'est un sujet en soi. Et donc, il y a des tentatives par certains groupes de pression de remettre en question les indications géographiques. Et c'est aussi un enjeu de combat permanent pour l'Institut. Voilà, je ne veux pas en dire plus. On aura ensuite, avec Thomas, une présentation de nos collègues qui vont vous donner des éclairages très concrets et très précis de ces enjeux, du lien finalement entre les signes d'origine de qualité et la souveraineté alimentaire. On a un partenariat, un accord cadre entre INAO et INRAE, et on a aussi un observatoire qui joue un rôle précieux justement pour bien connaître la réalité de ces productions, qu'est-ce qu'elles représentent au niveau économique, social, et c'est aussi l'occasion de les remercier pour cet engagement concret. Merci à toutes d'être venus nombreux, et merci à toi, Philippe, qui préside cette belle maison, d'être là pour rappeler l'importance de la recherche. Il n'y a pas que ça comme sujet au quotidien, y compris dans la viticulture que tu connais bien, mais on a des enjeux de recherche très forts. Merci. Merci, merci Philippe. Et puis, il a quasiment tout dit, donc ça va être plus rapide. Merci en tout cas à toi d'avoir organisé cette conférence avec l'INAO et de l'accueillir ici sur le stand de l'INRAE, puisque bon, tu sais que l'INAO, avec les moyens dont il dispose, il n'a pas de stand dans le salon de l'agriculture. Mais ce n'est pas grave, hein, là, ça ne nous empêche pas de squatter un peu partout et d'irriguer l'ensemble de l'agriculture en lançant le message des SICO à chaque fois qu'on en a l'occasion. Alors tu as rappelé à juste titre cette vie précédente que j'ai partagée en partie, puisque j'étais à cette époque-là membre du comité national des vins AOC, et on a de bons souvenirs de jolies parties de manivelle à l'époque sur certains sujets. On parlait des densités de plantation à l'instant avec Carole. Tu dois avoir quelques souvenirs à ce sujet-là. C'était voilà, assez mais ça veut dire que les signes de qualité et d'origine, c'est finalement quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement ancré, je dirais profondément dans l'agriculture française, et quelque chose de passionnant. Alors passionnant dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que passionnant parce que c'est quand même quelque chose qui crée de la valeur et qui est foncièrement intéressant, et puis passionnant parce que c'est aussi animé par des gens qui sont passionnés. Et donc, ça lève toujours des passions fortes. Et on avait les sujets du lait cru. Alors, moi, j'ai la chance maintenant de découvrir plein de filières que je ne connaissais pas depuis que j'occupe ces fonctions de président. Mais c'est tout aussi passionnant dans les différentes filières et tout aussi passionné. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de faire cette étude. Et en tout cas, dans le cadre du partenariat que tu as rappelé entre nos deux établissements, de s'appuyer donc en particulier sur l'outil, donc l'Observatoire territorial des SICO, qui permet de suivre la dynamique et puis d'expliquer un petit peu ce que ça peut représenter.
Alors, sur effectivement la souveraineté alimentaire, on pourrait se dire, bah oui, bah, la souveraineté alimentaire, c'est point pour nous, comme disait l'autre, c'est de relancer les entrées de gamme, etc. Oui, sans doute, peut-être. Il n'empêche que, vu l'importance des produits sous SICO dans l'agriculture française, eh bien, je pense qu'ils vont, et ils doivent et ils peuvent largement y contribuer également. Ces signes de qualité et d'origine sont en effet un atout majeur pour notre pays, alors à la fois pour la souveraineté alimentaire, mais aussi pour le rayonnement international qu'ils apportent, pour leur contribution à l'export, parce que bon, la souveraineté alimentaire, mais c'est aussi être en capacité d'exporter, parce qu'il y a aussi des enjeux stratégiques par rapport à ça. Le seul exemple que je connais un peu moins mal que le reste, c'est le vin. Si on n'exportait pas de vin en France, on pourrait arracher les 2 tiers des vignes, hein. Donc il faut aussi être conscient de ça, de l'impact de ces productions sur les territoires, hein, qui sont non négligeables, et notamment bien souvent sur des territoires qui ne sont pas forcément les plus riches, je dirais, agronomiquement parlant, et sur lesquels, pour autant, se développent des produits qui créent de la valeur et qui font vivre ces territoires. Alors, quelques chiffres, juste, tu as rappelé un tiers des exploitations étaient concernées par un signe de qualité et d'origine. Il y a plus de 1200 produits sous signe de qualité et d'origine aujourd'hui en France, effectivement non délocalisables, hein, ça c'est très important. Et on le dit lorsqu'on a des zones délimitées, on dit mais attendez, quand on a des questions d'urbanisme qui apparaissent, on dit attendez, la zone délimitée elle est là, elle ne peut pas être ailleurs, donc ça on ne peut pas le bouger. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une protection qui est attachée à ces SICO. Donc un tiers des exploitations. Il y a toujours un chiffre qu'il faut retenir, c'est que le chiffre d'affaires des produits sous SICO en France, c'est 42 milliards d'euros. 42 milliards d'euros, c'est 40% du chiffre d'affaires de l'agriculture française. Donc ça, c'est vraiment majeur et ça ne peut pas passer inaperçu, hein, c'est clair. Et on ne peut pas se dire, oui, bah voilà, ça c'est les produits Rungis, hein, j'ai entendu ça des fois. L'agriculture Rungis, désolé, ce n'est pas que l'agriculture Rungis. Quand ça pèse 40% du chiffre d'affaires, c'est donc une contribution majeure à l'alimentation en France, à la production agricole française. Voilà, juste rappeler effectivement l'ancrage dans les territoires, la construction de filières développées, hein. Je voyais tout à l'heure les gens des industries agroalimentaires qui vont faire des portes ouvertes pour expliquer que ce n'est pas des grands méchants loups. Ils ont bien raison, mais j'espère qu'ils vont expliquer aussi qu'ils travaillent des produits agricoles et des produits qui sont issus des terroirs et des territoires. Avec donc une dynamique sur ces territoires. Et puis l'assurance d'un haut niveau d'exigence, tant en termes de méthode de production que de qualité des produits. On a les qualités supérieures, notamment dans les labels rouges, par exemple, ou les productions plus vertueuses dans l'agriculture biologique, et aussi l'expression des terroirs et des territoires dans les indications géographiques. Voilà, donc que ce soit des démarches volontaires ou collectives, c'est volontaire notamment dans l'agriculture biologique et collectif dans tous les autres signes, hein, puisque c'est communautés humaines qui font vivre les produits sous SICO. Et le rôle de l'INAO, c'est d'être à leur côté, de les accompagner, de les encadrer et de les réglementer, de les contrôler, c'est la partie un peu moins rigolote, mais aussi de les protéger. Donc c'est tout ça, le rôle de l'INAO. Et donc on y travaille, c'est absolument passionnant. Donc je ne vais pas être plus long parce qu'évidemment il y a des gens qui ont travaillé vraiment et qui ont des choses à nous présenter, notamment sur la je ne vais pas arriver à le dire. Ouais, c'est épouvantable ce truc-là. Ouais, la thério... on n'y arrivera pas. Alors, donc il faut le dire en deux fois, je pense. On veut territorialiser ou reterritorialiser les productions agricoles. Il était épouvantable. Ouais, voilà, on va y arriver.
et la durabilité de nos systèmes de production, de nos systèmes alimentaires. Ça va être le premier sujet. La protection du modèle agricole français dans les accords commerciaux, ça, tu l'as évoqué, mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, le troisième intervention sur la réduction de la dépendance aux intrants, parce que là aussi, c'est quand même un sujet sociétal extrêmement fort, dont il faut tenir compte également dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Voilà, merci de votre attention, et puis je vais laisser la parole à nos intervenants. Merci Philippe. Donc Thomas, directeur de l'Observatoire, va animer la séquence avec nos collègues. Merci encore et très bon débat. Vous les écoutez et évidemment, vous n'hésiterez pas à poser des questions. À très vite. Merci beaucoup pour ces présentations. Bon, on va tout de suite passer à la suite des présentations. Donc on va avoir 3 présentations complémentaires pour aborder justement les différents aspects de la souveraineté alimentaire sous l'angle de la durabilité, la protection sur les marchés internationaux, la réduction de la dépendance aux intrants. Et puis on gardera les questions à la fin pour 10 minutes ou plus si affinité. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Armelle Mazet, qui est économiste à l'UMR S'Adapte et qui va se présenter. Merci beaucoup Thomas. Donc je pense que j'ai une petite présentation PowerPoint. Ah, ça suit. C'est en bas. D'accord. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de remettre un petit peu d'éléments factuels par rapport à ces débats autour de la souveraineté alimentaire et la manière dont, dans le débat public aujourd'hui, les indications géographiques et les labels rouges se positionnent et peuvent aussi avoir une place importante à jouer dans les réflexions actuelles. Donc ma présentation elle va être organisée autour de plusieurs points. Donc l'enjeu là, c'est bien de voir aujourd'hui comment les évolutions récentes autour de ces indications géographiques participent à la reterritorialisation d'un certain nombre d'activités agricoles et aussi de faire un point peut-être rapidement sur les enjeux européens autour de la durabilité, de l'évaluation de la durabilité de ces indications géographiques et leur contribution au système alimentaire français et européen. Donc une présentation en 4 points. Revenir d'abord sur, on parle de souveraineté alimentaire, donc les indications géographiques comme faisant partie de notre patrimoine agricole, mais aussi patrimoine alimentaire. Donc je reviendrai légèrement là-dessus. Ensuite, en fait, par rapport à ces enjeux de territorialisation, il y a des évolutions très importantes, il y a des dynamiques. Et donc je vais vous donner quelques points d'éléments d'information sur les dynamiques qu'on observe aujourd'hui, les nouveaux, et puis les enjeux autour de ces reterritorialisations. Et enfin, quelques éléments de réflexion aussi sur l'évolution réglementaire au niveau européen, puisqu'il y a un nouveau règlement qui est sorti en 2024, en fait, qui aujourd'hui permet une meilleure valorisation des actions mises en œuvre en matière de durabilité dans les IG. Et donc c'est là aussi potentiellement une opportunité de mieux communiquer auprès des consommateurs et de mieux mettre en valeur et de valoriser ces efforts en matière de durabilité. Donc la présentation s'inscrit dans 2 projets de recherche actuellement en cours. L'un en France qui s'appelle GINCO, qui est financé par l'ANR. Donc c'est plutôt sur les enjeux de transition agroécologique au niveau des indications géographiques et des labels. Et puis le deuxième, là, c'est un plus gros projet en fait qui vise à évaluer ou à accompagner la réflexion de la Commission européenne justement sur comment renforcer et accompagner les acteurs des indications géographiques en fait dans une démarche de durabilité. Avec là une réflexion européenne, donc avec la France, l'Italie, les principaux producteurs. Et donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qui est engagé autour de ces questions de développement territorial et de durabilité. Et la France a aussi une place à avoir dans ces réflexions. Donc ces réflexions qui aussi contribuent, donc, comme l'a dit Philippe Mauguin, aux enjeux autour de ces questions de souveraineté alimentaire. Et un certain nombre de pays sont très en pointe là-dessus, notamment l'Italie, qui est vraiment très en pointe sur ces réflexions actuellement. Et je pense que la France a aussi sa place à avoir dans ces réflexions. Donc juste pour revenir sur un certain nombre d'éléments, ce que je voudrais dire ici, c'est d'abord que ces indications géographiques participent à la souveraineté alimentaire telle que le ministère a engagé des réflexions sur ces questions-là, parce qu'il s'agit bien de reconnecter agriculture, alimentation et territoire. Donc les indications géographiques sont ici des vecteurs clés d'information des consommateurs, de création de valeur pour les agriculteurs,
mais aussi un outil potentiel de diversification et d'accompagnement de la résilience des activités agricoles dans les territoires, notamment quand on connaît le contexte de changement climatique là, actuellement. Donc ces 3 points-là, il faut vraiment les garder en tête, parce que comme l'a dit Philippe Mauguin, en fait, ce n'est pas simplement des produits à haute valeur ajoutée, mais qui aussi sont des produits de luxe. C'est des produits qui participent à des dynamiques territoriales locales et aussi qui sont des instruments d'accompagnement des producteurs par et pour les producteurs finalement, et où le principe d'organisation collective est vraiment un élément central en fait aussi, qui fait que ces dispositifs sont vraiment un atout aussi pour réfléchir à ces enjeux de souveraineté alimentaire aujourd'hui en France. Donc 3 points, juste pour donner un petit peu le panorama. Donc ça, c'est des éléments que je pense que tout le monde... enfin, les chiffres ont été donnés, hein, 1200 produits, 27% des exploitations agricoles, 12 milliards d'euros, des revenus aussi liés à l'œnotourisme, le tourisme local, l'emploi rural et l'attractivité des métiers, qui est un enjeu aussi aujourd'hui pour l'installation des jeunes agriculteurs. Je pense que quand on est fier de ces produits, en fait, c'est aussi quelque chose qui peut motiver aussi aujourd'hui des installations. Et donc ça, c'est un élément très important aussi à prendre en considération sur ces enjeux de souveraineté. Et l'élément un petit peu clé, en fait, ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que bon, les IG, le label rouge, c'est bien un patrimoine qu'on a collectivement, qu'on construit, qui n'est pas du passé, mais quelque chose qui évolue aujourd'hui aussi en fonction des attentes des consommateurs. Et le point particulier du dispositif, qui est là, en fait, c'est qu'on a un dispositif de protection juridique de cette réputation qui aussi, comme on le voit sur la carte à droite, en fait, promeut la réputation de la France au niveau international et au niveau de très nombreux pays. On reviendra sur ce point donc là-dessus, par les accords de libre-échange, mais pas seulement, parce que les produits alimentaires français circulent et donc ça participe aussi de cette reconnaissance du patrimoine français au niveau international. Avec des savoir-faire aussi, des techniques, de la technicité, qui sont aussi des choses qui font que ces indications géographiques sont de bons produits et compétitifs aussi sur ces marchés. L'autre point que je voulais signaler, en fait, on a signalé bien sûr l'importance historique, hein, puisque ça fait plus d'1 siècle, aussi que ces appellations d'origine existent en fait, hein, et ce que je voulais souligner ici vraiment, c'est que on parlait de souveraineté, c'est aussi la capacité de résilience et la robustesse des systèmes. Et en fait, quand on regarde l'histoire du développement de ces indications géographiques, il y a toujours eu des moments de crise. Et ces crises, elles ne sont pas anodines, elles sont vraiment cruciales, parce qu'à la fin du 19e, donc, là, il y a eu crise du phylloxéra. Et donc c'était un moment où justement, lorsqu'il a fallu tout arracher, replanter, redéfinir des qualités, lutter contre les fraudes, et ben, ce dispositif d'indication géographique a constitué là un outil d'organisation collective des producteurs qui a été vraiment déterminant dans la reconstruction de nos vignobles à ce moment-là. Pareil, en fait la première appellation, ce n'est pas une appellation vitis, c'est le Roquefort. C'est après-guerre, en 1925, et en fait c'est aussi après la Grande Guerre, en fait après... le dépeuplement d'un certain nombre de territoires liés aux effets dévastateurs de ces guerres, en fait, la capacité à reconstruire collectivement, en fait, et à mobiliser en fait des producteurs pour pouvoir relancer des territoires et des productions. Et le Roquefort, en 1925, c'était exactement ça, l'histoire derrière. Le troisième exemple que je voulais vous donner pour montrer que bon, on est dans un monde évolutif, hein, mais cette capacité de résilience, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. C'est l'émergence à la fin des années 60 donc, du label rouge, hein, qui était aussi une réponse à la massification de la production et puis peut-être une tendance à tirer vers le bas la qualité. Les labels rouges ont réussi à redéfinir des normes et des standards qui permettaient de répondre à la demande des consommateurs et qui sont encore aujourd'hui structurants sur les marchés, sur la valorisation des produits avicoles notamment. Et donc là, je vous ai mis la petite affiche du poulet des Landes, parce que le poulet jaune des Landes, c'est quelque chose, c'est le premier avec le poulet de Loué. Et donc, en fait, tous ces exemples que je vous ai donnés là, c'est aussi allier tradition et innovation pour accompagner l'émergence de nouveaux modes de consommation, en fait. Et donc on parle bien de tradition, mais cette tradition, elle n'est pas figée, elle évolue. Et c'est cette capacité d'adaptation aux demandes des consommateurs, aux nouvelles attentes sociétales, qui est vraiment aujourd'hui un enjeu déterminant par rapport à ces enjeux de souveraineté alimentaire dont on parlait au départ. Alors, la reterritorialisation, j'y suis arrivée sans problème. Donc en fait, souvent, les indications géographiques ne sont pas réparties également sur les territoires. Et donc là, je vous ai mis 2 petites cartes
qui sont issus en haut à droite des travaux de l'ODR, de Thomas et puis de Julie Rigolo, Thomas Poméon, qui la donne un petit peu le pourcentage par commune des exploitations IGP, AOP, label rouge sur le territoire. Donc on voit qu'il y a des zones qui sont plus ou moins foncées. Donc souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même aujourd'hui, le développement de ces indications géographiques sont plutôt dans des zones notamment de montagne ou des zones plus difficiles, et que donc ces indications géographiques ont été aussi un moyen de valoriser des zones à forte valeur écologique et paysagère, des zones de montagne, des économies insulaires aussi, parce qu'il y a des nouvelles indications qui sont en cours de développement. Mais en fait, donc il y a bien une répartition géographique avec des zones un peu plus traditionnelles où ils sont fortement développés. Mais en fait, il y a aussi des développements aujourd'hui de nouvelles indications géographiques et de labels rouges qui sont en train de se développer. Et on voit en fait que des régions plus axées sur des grandes cultures productivistes, en fait aujourd'hui, où ces signes de qualité en fait sont utilisés comme instrument de diversification. Non pas seulement, et donc qui sont aussi éventuellement des opportunités de diversification, de création de valeur, et notamment pour les productions végétales. Alors je voulais juste vous donner quelques exemples. Donc, dans la carte de droite, en fait, vous voyez, ça c'est une carte qui a été faite en 2015, donc il y a 10 ans. Et donc c'est le nombre d'indications de signes en fait par commune. Donc vous voyez les zones vertes. Les zones vertes, ce sont les zones où il y en a le moins. Donc vous avez déjà une petite évolution. Les zones vertes d'il y a 15 ans, il y a 10 ans ne sont plus exactement les mêmes, parce que même dans des régions où ces signes de qualité étaient peu développés, en fait on s'aperçoit qu'il y a un développement. Alors ça reste souvent encore marginal, des petits volumes, mais il y a vraiment une dynamique là sur certaines productions de réutilisation de ces signes de qualité comme vecteur de diversification et de création de valeur sur des petits segments de marché, et notamment en production végétale. Et je voudrais juste vous donner quelques exemples, les 3 exemples qui sont importants. Notamment, c'est l'IGP blé noir en Bretagne. Donc on sait bien que le sarrasin est beaucoup importé en fait de Chine. Et donc au travers du développement de cette IGP, en fait, c'est aussi un moyen de repositionner, de reterritorialiser cette production dans cette production emblématique. On parlait de culture, de souveraineté alimentaire. Donc là, de reterritorialiser cette production en Bretagne. Deuxième exemple, là, on a eu le Covid-19, la pénurie de moutarde. Alors moi, je suis bretonne, les fruits de mer sans mayonnaise, là, c'est catastrophique. Et donc après le Covid, il y a eu cette volonté de réintroduire en Bourgogne une production de moutarde, oui. Donc là, avec l'IGP moutarde de Dijon, avec aussi des innovations agronomiques, parce qu'en fait, si la moutarde en Bourgogne s'était arrêtée, c'est parce qu'il y avait aussi des problèmes de bioagresseurs. Et donc, en connexion avec la recherche, donc il y a des solutions techniques de rotation de culture qui ont été mises en place, qui ont permis la réintroduction de cette IGP moutarde de Dijon. Troisième exemple, l'AOP oignon doux des Cévennes, petite production légumière, mais à forte valeur ajoutée, qui dans les exploitations, donc c'est minuscule, mais ça a une vraie valeur dans les exploitations qui ont développé cette approche en bio, donc aussi qui contribue à la transition agroécologique. Et puis le dernier exemple que je voulais donner, c'est dans les questions aujourd'hui de souveraineté alimentaire et aussi d'évolution en fait des diètes alimentaires avec une végétalisation. En fait, la lentille a vraiment sa place aussi à avoir dans nos manières de consommer, et donc l'AOP lentille verte du Puy est aussi un moyen de communiquer auprès des consommateurs. Donc ces indications géographiques, ça a un ancrage territorial fort qui est, comme l'a dit Philippe Mauguin, non délocalisable, et qui aujourd'hui aussi accompagne un certain nombre de dynamiques de producteurs locaux pour le développement de productions un peu alternatives, qui ne sont pas très visibles actuellement, mais qui jouent un rôle important dans ces territoires. L'autre point que je voulais vous donner, c'est donc on parle de production, donc de compétitivité aussi. Donc les signes de qualité, c'est un instrument de valorisation de création de valeur, de structuration des collectifs. Mais le schéma que je vous montre aussi sur la droite, là, c'est que l'importance de ces signes de qualité est plus ou moins importante, en fait, selon les secteurs. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est très important dans le vin, dans le fromage et les productions laitières également, mais il y a du potentiel énorme dans les autres secteurs. C'est ça l'élément important à retenir de ce schéma. Donc là, vous avez par type de grande catégorie de produits. Donc là, il y a du potentiel, et je pense que ce potentiel, il faut vraiment
le travailler pour pouvoir justement utiliser ces signes de qualité comme un instrument de réflexion par rapport à ces enjeux de souveraineté alimentaire. Donc c'est répondre à des nouvelles attentes des consommateurs et des marchés. Donc c'est bien rester dans une logique économique avec peut-être des choses à réinventer. Les signes de qualité, les indications géographiques sont souvent nées aussi, notamment dans les économies de montagne, d'un principe d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on pense souvent productivité et spécialisation, mais en fait la diversification, ça peut être aussi un moyen de penser différemment l'économie circulaire et de la création de nouveaux modèles économiques et de création de valeur. Et ça invite aussi une autre réflexion, parce qu'il y a un certain nombre de scénarios sur l'évolution de la politique agricole commune actuellement. On a des réflexions au niveau national sur la souveraineté alimentaire, et puis avec des scénarios d'évolution, notamment qui ont tendance à opposer productivisme efficient et renaissance rurale. On l'a vu tout à l'heure que certaines régions, notamment dans l'ouest ou dans le nord de la France, sont plutôt sur des logiques de productivisme. Et on aurait tendance à laisser les indications géographiques à une logique territoriale de renaissance rurale. En fait, je pense qu'il y a une troisième voie qui est celle justement que j'ai indiquée, de diversification et de création de valeur, qui là est peut-être à réfléchir à approfondir. Dernier point, il y a un certain nombre de travaux aussi à l'INRA qui ont essayé de montrer en quoi justement ces indications géographiques et labels rouges contribuaient à la préservation des paysages et des territoires. Donc là aussi, c'est peut-être l'ancrage territorial et puis aussi le tourisme, un certain nombre d'éléments qui contribuent aussi à la vitalité de nos territoires. Alors juste pour terminer ma présentation, avant de terminer, en fait, je voulais revenir un petit peu sur les évolutions, les réflexions en cours au niveau européen, et notamment ce nouveau règlement européen 2024-1143 là, qui introduit de façon explicite en fait, les dimensions de la durabilité et la manière de valoriser cette durabilité des indications géographiques autour de ces trois dimensions, sociale, environnementale et économique. Donc ce n'est plus simplement de l'environnemental, c'est bien l'articulation entre ces trois dimensions-là qui est vraiment importante, et on sait que l'économique est aussi important dans les dynamiques des indications géographiques. Ce règlement aussi, il renforce le principe d'organisation collective des producteurs comme un point clé des stratégies d'adaptation, mais je pense que ça c'est vraiment important, et je pense qu'en France, les producteurs sont parfaitement conscients de leur rôle et de leur capacité à impulser des dynamiques autour de négociations autour de ces enjeux de partage de la valeur et puis de développement de ces IG. Et puis le dernier point en fait, qu'introduit aussi ce règlement, c'est d'essayer de faire de ces signes de qualité, ces indications géographiques, un instrument de communication renforcé auprès des consommateurs. Donc il y a eu une campagne portée par l'INAO récemment qui a eu, je crois, un impact très important. Donc je pense que la France, l'Italie aussi sont très moteurs dans ce sens-là. Dans les autres pays européens, la connaissance des indications, des signes de qualité est beaucoup moindre. Et il y a vraiment un effort européen aussi de communication à développer pour promouvoir ces signes de qualité dans les autres pays. Et tant la France que l'Italie sont vraiment des vecteurs, des moteurs en fait, dans la dynamique de réflexion actuelle autour de ces évolutions. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais vous indiquer. Donc en fait, juste quelques messages clés à te retenir. Donc ces systèmes AOP, IGP, label rouge, n'ont cessé donc ils sont anciens, ils ont plus d'un siècle, mais ils ne sont pas dépassés du tout. Ils n'ont cessé de se réinventer et d'évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs et des marchés. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, répondre aux nouvelles attentes sociétales. Dépasser le clivage entre compétitivité, prix et développement rural. Je pense que là, on a une troisième voie possible qui donne des opportunités de reterritorialisation et de diversification, de création de valeur. Et puis aussi, le dernier point qui me semble vraiment central, et je voudrais revenir là-dessus encore, c'est que c'est bien une démarche collective par et pour les producteurs agricoles, qui sont les acteurs de ce développement et qui sont porteurs de l'identité de leur territoire pour et de valorisation de cet ancrage territorial qui, comme l'a dit Philippe Mauguin, est délocalisable. Voilà, et donc ça participe aussi de notre souveraineté alimentaire, et c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Armelle. Voilà, je vous ai tellement mis la pression sur le temps que tu n'as même pas dépassé, tu avais même un peu de marge. Du coup, je vais passer la parole à Karine Latouche, qui est économiste, directeur de recherche à l'UMR Smart, et qui va nous présenter ses travaux qu'elle fait sur les accords internationaux, et où elle s'est lancée le lourd défi de suivre, de tracer les SICO dans les échanges internationaux, et elle en a retiré plein de choses intéressantes. Merci Thomas.
Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Karine Latouche de l'UMR Smart, localisée à... Moi, je suis à Nantes. Et je vais vous parler de la stratégie européenne concernant les indications géographiques. Donc là, moi, je vais plutôt parler des AOP et IGP et des produits agroalimentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, enfin, dans les aspects viticoles. Bon, ça m'embête. Voilà. Alors, du coup, ma présentation va s'articuler autour de différents points. Donc, ce que je vais regarder, c'est les IGP et les AOP. Donc, ce sont, vous le connaissez, hein, je pense que tout le monde connaît, mais je vais quand même faire des petits rappels. Armelle en a déjà fait. Donc, ce sont des labels qui garantissent les caractéristiques d'un produit alimentaire, que ce produit a bien été produit, transformé dans une région, alors avec quelques différences selon qu'on soit AOP ou IGP, et spécifique selon des méthodes traditionnelles. On a parlé d'ancrage dans des territoires. Donc, tous ces éléments-là sont dans les cahiers des charges et dans la réglementation sur les AOP IGP. Donc, c'est des labels qui font partie à part entière de la politique européenne de qualité. Donc, le règlement 1151-2012 qui est maintenant remplacé par le 2024-1143, comme Armelle l'a signalé. Donc, moi, je m'intéresse à deux principaux labels, les AOP et les IGP, qui garantissent par définition une protection sur le marché européen. Donc, ça, on va dire que ça, c'est acquis. Et moi, je vais m'intéresser plutôt aux indications géographiques dans les négociations internationales. Donc, depuis longtemps, hein, les indications géographiques à l'européenne ont toujours été une source de conflit au niveau international. C'est souvent vu comme des barrières aux échanges, une source de discrimination. Et beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, l'Australie, nous reprochent cette démarche d'indication géographique qui va à l'encontre des démarches de marque, de trademark, qui sont en vigueur aux États-Unis ou au Canada. Donc, il y a par exemple les disputes très connues à l'OMC en 1999 avec les USA ou en 2003 avec le Canada, qui ont donné lieu à une évolution de la réglementation européenne avec en 2005 une ouverture des possibilités aux producteurs étrangers de déposer des indications géographiques en Europe. C'est-à-dire que certains pays, alors il y a la Chine, il y a différents pays, viennent déposer des indications géographiques pour le thé, par exemple, qui seront protégés sur l'Europe, sur le marché européen. C'est-à-dire que les producteurs européens ne peuvent pas fabriquer un thé qui aurait le même nom que ce thé chinois ou d'origine hors Europe. Donc ça, c'est un pas important dans la politique européenne et je vais vous montrer que ce pas amène des choses plutôt très bénéfiques. Je reviendrai là-dessus dans la fin de ma présentation. Alors, qu'en est-il des indications géographiques dans les accords commerciaux signés par l'Union européenne ? Donc là, je vais vous partager des résultats qu'on a obtenus dans le cadre du projet européen BAT Model. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Il est fini depuis 2024. Et dans ce projet, on s'est intéressé à améliorer les modèles de simulation qu'utilise la Commission européenne dans ses négociations internationales. Et dans ce projet-là, il y avait toute une section sur les indications géographiques qui était jusque-là très mal prise en compte. Donc depuis 2011, on a une reconnaissance explicite, et ça c'est très important, des listes d'indications géographiques, notamment sur les produits agroalimentaires, dans les accords internationaux commerciaux signés par l'Union européenne. L'objectif est clair, hein, c'est éviter l'usurpation des appellations, les abus de réputation, et permettre, dans le pire des cas, on va dire, la coexistence avec des marques déjà existantes. Si au Canada, un produit portait déjà le même nom qu'une indication géographique européenne, les exportateurs européens n'avaient pas le droit d'exporter, ce qui était quand même un problème. La signature de cet accord, avec le nom de l'indication géographique prévue dans l'accord, permet au minimum la coexistence avec une marque. Dans d'autres cas, ça évite la création de ces marques usurpatrices. Et pour l'Europe, c'est vraiment un intérêt offensif, c'est-à-dire que c'est un point non négociable pour la ratification des accords. Voilà. Donc, là, un petit graphique, je ne pense pas que vous puissiez lire grand-chose. En tout cas, depuis 2011, on voit le nombre d'indications géographiques AOP et IGP incluses dans les accords. Donc, les grandes barres, là, c'est sur les Géorgie, Moldavie. Là, toutes les indications géographiques européennes ont été reconnues. Donc, c'est bien, mais c'est des petits marchés. Donc, ce n'est pas forcément très bénéfique pour nous. Ce qui est important, et j'y reviendrai, c'est avec le Canada en 2017,
où on a des appellations qui ont été reconnues en nombre. On a 173 indications géographiques européennes, dont 42 françaises. Donc ça, c'est un pas important, avec la possibilité de faire évoluer cette liste. Donc tout l'enjeu va être d'augmenter le nombre d'indications géographiques présentes. Voilà. Donc là, ce que je vais vous présenter, nos travaux s'arrêtent en 2019. C'est pour ça que je n'ai pas mis les récents accords, donc notamment le Mercosur, qui a plus de 340 indications géographiques incluses. Donc ça donnera lieu à des études supplémentaires dans l'avenir, puisqu'il nous faut un peu de données pour aller mesurer les effets. Alors, les travaux que je vais vous présenter ont été menés avec le CEPIE Charlotte Emlinger, qui est présente aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, elle pourra répondre également. Alors, tout l'enjeu de ces travaux, ça a été de construire une base de données qui permet d'identifier les flux de produits sous indication géographique dans les douanes. Dans les douanes, on n'a pas de rubrique indication géographique. Ça serait trop simple. Donc, on a dû construire à la main toute l'information. Donc, à partir des données de l'INAO sur les opérateurs habilités, avec la liste des produits, on a retrouvé leur code dans les douanes. On a identifié les opérateurs dans les données des douanes et on a été capable d'identifier les flux de produits sous indication géographique dans nos données des douanes. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, même pour les autres, on a en tout 225 indications géographiques pour 313 codes produits dans les douanes. Donc, c'est des codes à 8 chiffres pour ceux qui connaissent un peu. Dans le secteur laitier et les viandes, exportés par 337 entreprises françaises et exportés dans 160 pays. Et 25 de ces pays sont concernés par un accord. Et tout l'enjeu va être d'aller mesurer, est-ce que dans les pays protégés, enfin dans lesquels les indications géographiques sont protégées, on a un avantage à l'exportation. Ce qui voudra dire que la stratégie de l'Europe a fonctionné. Du coup, la question qu'on a traitée, c'est estimer le rôle de l'inclusion des listes d'indications géographiques dans les accords commerciaux internationaux sur la performance à l'export. Qu'est-ce qu'on entend par performance à l'export? C'est la probabilité d'exporter, la quantité exportée et la valeur unitaire du bien qui est exporté, avec toutes les précautions évidemment d'usage. Alors les résultats, ils sont là. Globalement, quand on identifie les flux dans les douanes, au global, on ne voit aucun effet de ces indications géographiques. Par contre, quand on se concentre sur le marché de l'Europe, alors le marché européen, ça, on s'y attendait, c'était quand même le premier résultat qu'on attendait. On a bien un effet sur la probabilité d'exporter et la valeur unitaire. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les pays sur lesquels on a protégé les indications géographiques avec un accord, on a également ces mêmes effets. Donc ces résultats valident en fait la stratégie de la Commission d'inclure ces listes d'indications géographiques dans ces accords. Donc en conclusion de nos travaux, pour le coup je suis allée très vite je crois. Ça dit d'aller vite alors. Du coup, en conclusion de nos travaux, on voit que la reconnaissance des indications géographiques permet aux entreprises françaises, on est bien sur les flux d'export des entreprises françaises, d'atteindre de nouveaux marchés, de vendre plus cher en moyenne, mais pas d'exporter davantage en quantité. Bon, ça, on s'en doutait un peu, vu que la zone de production est limitée, il y a un moment, la quantité ne peut pas forcément être augmentée sur tous les marchés du monde. Donc, ce qui crée quand même, ce qui est bénéfique, puisqu'il y a une réduction de la concurrence de produits locaux et des contraintes de production, je viens de le dire, qui ne permettent pas d'augmenter les volumes de vente. Alors, à noter des effets hétérogènes selon le secteur, l'accord et la sensibilité des marchés à cette notion d'indication géographique. Les effets les plus forts sont pour le fromage, évidemment. On s'y attendait, mais en tout cas, on l'a mesuré. Et donc, nos résultats sont plutôt en faveur de l'inclusion des indications géographiques dans les accords, du point de vue des opérateurs habilités qui vont avoir une capacité accrue d'exporter, mais également pour une diffusion du système européen via des accords régionaux internationaux. Alors, les questions supplémentaires qu'on va traiter dans la suite, c'est bien beau d'exporter plus, mais quel est le retour sur le territoire? Et ça, c'est des effets qu'on va essayer de mesurer. Là, on a regardé les exportateurs qui sont plutôt à l'aval et on va faire un pas vers l'amont pour aller voir qu'est-ce qui bénéficie de ces effets à l'export sur le territoire. Qui sont les bénéficiaires? Et la grande question, et ça c'est une question dont l'INRA se saisit et sur lesquelles on va beaucoup travailler, sur la position des agriculteurs dans ces chaînes de valeur et notamment celles liées aux indications géographiques.
Et donc, je dirais le plus facile, parce qu'on a beaucoup de données, on va essayer de faire ça sur les éleveurs laitiers dans les indications géographiques pour essayer de voir vraiment quelles sont les retombées sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'exportation jusqu'à la production. Mais on débute, hein, donc il y a un gros travail de saisie des données, d'appariement des bases de données, mais avec l'ODR, je pense qu'on va y arriver. Et enfin, un point extrêmement important sur lequel je voulais revenir, c'est la diffusion progressive du système d'indication géographique dans le monde. Ça, c'est un point extrêmement important et qui, je pense, peut permettre de limiter les attaques contre les indications géographiques à l'échelle internationale. On a toujours, je vous en ai parlé au début, l'enregistrement d'indications géographiques qui viennent hors du territoire européen, ce qui permet à l'Europe de diffuser son modèle de protection de l'agriculture traditionnelle, ou en tout cas territorialisée, hors de son territoire européen. Donc on a par exemple 240, donc j'ai regardé la semaine dernière, 240 indications géographiques issues de 20 pays hors UE enregistrées à ce jour dans la base e-Ambrosia gérée à l'échelle européenne. Et pour la première fois, donc l'année dernière, il y a eu lieu une conférence internationale sur les indications géographiques à la FAO. Et c'était assez remarquable puisque les organisateurs nous ont dit qu'il y a 10 ans, il aurait été impensable de proposer une conférence internationale sur ce sujet. Tous les pays membres se seraient opposés à ça. Et en 2025, elle a pu avoir lieu à la FAO avec 52 pays représentés. Donc c'était vraiment un élément extrêmement fort qui montre que la diffusion du modèle européen est en cours et en tout cas permet d'espérer de pouvoir protéger notre modèle à l'échelle européenne. Voilà, je vous ai mis des petites références si ça vous intéresse, sur ce qu'on a publié, sur les publications en cours et plus récemment un chapitre, toujours avec Charlotte, sur les normes et les signes de qualité dans les échanges internationaux pour faire un peu le point sur c'est quoi une norme et aller des normes privées aux normes publiques, aux volontaires obligatoires, etc. Donc n'hésitez pas à aller les consulter et à me contacter si vous avez des questions, et Charlotte aussi qui est là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Karine, du coup c'est bien. Gardez vos questions pour après parce qu'on aura du coup pas mal de temps pour pouvoir discuter, ce qui est un peu le but aussi. Et du coup, je vais passer la parole à Raja Shakir, qui est économiste à l'UMR PSAE, alors qui ne se déclare pas comme spécialiste des SICO, mais qui a beaucoup d'aspects intéressants quand même à dire, notamment en ayant travaillé sur la question de la dépendance aux intrants de synthèse, ce que ça provoque aussi comme dépendance par rapport à d'autres marchés, d'autres pays, et comment finalement ça peut se décliner avec la question des SICO, l'agriculture biologique évidemment, et aussi d'autres signes qui apportent des solutions dans ce domaine. Merci Thomas. Donc, je tiens à remercier Thomas de m'avoir invité alors que je ne suis pas spécialiste des SICO, mais j'ai travaillé pas mal sur les intrants chimiques. Donc, je me présente, donc, je suis Raja Shakir, je suis économiste de l'environnement à INRAE et je suis dans une UMR qui s'appelle PSAE, qui, comme son nom l'indique, est à Saclay, donc à Paris-Saclay Applied Economics. Et donc je travaille sur les liens entre agriculture et environnement, et une partie de mes travaux se concentre sur les intrants chimiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc avant de commencer, moi je commence par la fin, donc je vais vous donner les messages clés que j'aimerais bien que vous reteniez à la fin de ma présentation. J'espère que ça sera assez clair pour pouvoir illustrer ces messages. Premièrement, les intrants chimiques, je vais les définir tout de suite. Ils ont soutenu la sécurité alimentaire au niveau mondial. Deuxièmement, l'excès d'utilisation des intrants chimiques fragilise les écosystèmes dont dépend la production agricole. Troisièmement, la réduction de ces intrants chimiques dans l'agriculture suppose un changement systémique qui va prendre en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Et enfin, les SICO peuvent être un levier pour concilier à la fois la durabilité et la souveraineté alimentaire. Donc je ne reviens pas sur la souveraineté alimentaire ni les SICO, ça a été bien défini par mes collègues. Donc je vais faire une présentation en 3 temps. Premièrement, une petite introduction avec des rappels des concepts clés. Donc désolé pour ceux qui savent déjà tout ce que je vais dire, mais je préférais vraiment rappeler certaines définitions, notamment ce que c'est que les intrants chimiques. Ensuite, je vais donner 3 exemples de mes travaux qui sont en lien avec les intrants chimiques. Premier travail sur les engrais azotés qui sont au cœur d'un trilemme sur la production, l'augmentation de la production, la préservation de la biodiversité, mais aussi faire face au changement climatique.
Deuxièmement, comment ou pourquoi la réduction des intrants chimiques nécessite un changement systémique. Et enfin, le rôle des consommateurs dans la réduction des intrants chimiques. Et enfin, je vais conclure. Donc pour commencer, je vais définir les concepts clés. Qu'est-ce que c'est que les intrants chimiques? En général, on a en tête deux intrants chimiques, les engrais chimiques et les pesticides chimiques. Donc les engrais chimiques, ce sont des nutriments de synthèse, notamment l'azote, le phosphore et le potassium. Et l'azote chimique donc, est produit à partir d'ammoniac, issu de l'azote de l'air et du gaz naturel. Donc il y a un processus de production chimique et industrielle. Pourquoi on en a besoin? Parce que ce sont des aliments qui vont augmenter et stabiliser la production agricole, qui vont corriger les carences de sol en nutriments et qui vont accélérer la croissance des plantes. Donc c'est un enjeu stratégique pour la France. La France produit à peu près un tiers de ses besoins en engrais chimiques. La France importe le reste, 30% de l'UE et le reste d'autres pays, majoritairement de Russie. Donc ce qu'on voit ici en lien avec le sujet ici, ça veut dire la souveraineté alimentaire, la fertilisation azotée en France dépend des marchés internationaux. Donc ça c'est le premier point. En ce qui concerne les pesticides chimiques, donc ça c'est une autre substance, c'est un autre intrant chimique, mais qui a un autre rôle pour les plantes. Donc ce sont des substances de synthèse qui sont destinées à prévenir les bioagresseurs. Donc il y a 3 catégories. Les herbicides pour lutter contre les adventices, les insecticides pour lutter contre les ravageurs et les fongicides contre les maladies. Donc le rôle agronomique, c'est quoi? C'est réduction des pertes, mais surtout la gestion de risques, parce que ça permet de diminuer les incertitudes et des risques sanitaires, et ça permet de protéger le potentiel productif de l'agriculture. Donc économiquement, on parle de réduction, c'est un mécanisme de réduction de risque et de la perte de la production agricole. La France est le premier producteur européen de produits phytosanitaires, donc il n'y a pas de dépendance à l'importation, et c'est un des premiers exportateurs au niveau mondial. Donc ici, le lien avec la souveraineté alimentaire, il vient via les impacts des pesticides dont je vais parler tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on parle d'intrants chimiques, c'est qu'il y a des intrants non chimiques ou organiques. Donc les intrants chimiques, je viens de les définir. Donc ce sont des produits de synthèse et ce sont des nutriments qui sont immédiatement disponibles pour la plante. Et ils ont un effet rapide et efficace, ciblé, notamment donc, les engrais azotés dont j'ai parlé, mais aussi les pesticides. De l'autre côté, on a des intrants qu'on appelle organiques. Donc ce sont des intrants naturels, issus de matières biologiques, naturelles ou recyclées. Donc on peut penser au fumier, lisier, le compost, les engrais verts, mais aussi le biocontrôle. Donc leur caractéristique, c'est une libération progressive des nutriments et une stimulation de la vie biologique. Donc les intrants organiques, contrairement aux intrants chimiques, vont limiter la dépendance de l'agriculture aux marchés internationaux. Alors pourquoi on parle souvent, beaucoup, des intrants chimiques, notamment des pesticides en ce moment? Parce qu'ils sont au cœur d'un dilemme. Donc d'un côté, on a l'objectif de la productivité agricole, et la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire au niveau mondial. Mais on a aussi en tête la protection des écosystèmes. Et à ce titre-là, c'est assez intéressant de voir ici donc, les intrants chimiques, notamment les engrais azotés, ont permis, d'après Erisman dans un article en 2008, de nourrir 50% de la population mondiale. Donc si ce procédé de Haber et Bosch qui a permis de produire les engrais azotés à partir de la chimie n'a pas été inventé, il y aurait eu une famine. Il y avait une prévision qu'il y aurait une famine autour de 1930 à peu près, si rien n'est inventé, 1930-1940. Et donc, voilà, le hasard a fait qu'il y a eu cette découverte, ou ce procédé qui a permis d'alimenter 50% de la population mondiale. On le voit ici sur ce graphique-là. Donc ça, c'est le rendement en France, le rendement du blé, le rendement annuel moyen du blé, entre 1815 et 2020. Donc on voit bien, on est passé de 10 quintaux à l'hectare à 70 quintaux à l'hectare, ce qui veut dire que ça a été multiplié par 7, ce qui est énorme. Ce qu'on voit ici, l'augmentation commence justement vers les années 40, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale qui a permis la mécanisation, mais aussi la sélection variétale, mais aussi les intrants chimiques, notamment les engrais azotés. De l'autre côté, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est un concept qui a été proposé par Rockström et qui montre à quel point la production agricole, mais pas que,
a généré certaines externalités négatives, certaines pollutions qui ont dégradé les sols, l'eau et la biodiversité. Et ici, on voit dans le cas de la France qu'on a dépassé les limites. Donc, c'est les limites rouges ici. On a dépassé les limites pour avoir un système de production soutenable en matière d'azote, de phosphore, de changement climatique, de biodiversité. Et voilà, je m'arrête là pour ne pas vous déprimer. Donc, les intrants chimiques, comme on le voit ici, ils ont assuré la sécurité alimentaire au niveau mondial. Mais leur usage excessif peut fragiliser la souveraineté alimentaire parce que ça remet en question la capacité productive des écosystèmes français. Donc je passe à la deuxième partie qui sera les exemples de mes travaux. Donc dans un premier travail, donc ça c'est les résultats d'un projet de recherche que j'ai coordonné dans le cadre du LabEx Basque. Le projet s'appelle Stimule. On avait simulé un scénario de réduction de 50% d'engrais azotés synthétiques en Europe et on a analysé les impacts sur la production agricole, le climat, la biodiversité et l'usage des sols. Comme on le voit ici, donc l'azote il est au cœur d'un trilemma, donc c'est comme ça qu'on a appelé l'article, à la fois l'atténuation du changement climatique, la sécurité alimentaire, mais aussi la conservation de la biodiversité. Donc l'azote, les engrais azotés, c'est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre les plus importantes de l'agriculture. Donc ce que nos résultats montrent, donc on a fait des couplages de modèles, des modèles économiques, des modèles écologiques, mais des modèles agronomiques. Donc c'était un travail pluridisciplinaire. Et ce qu'on montre ici, c'est que donc la baseline, c'est quand on fait rien, et le half N, c'est notre scénario. Ce qu'on montre, c'est que la réduction des engrais azotés, les 50%, ça réduit la production, mais ça permet d'améliorer le climat, notamment ici c'était le carbone dans les sols et les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet d'améliorer la biodiversité et que le bilan total, donc c'est les bénéfices associés au climat et la biodiversité, dépassent largement les pertes économiques. Si on rajoute les impacts sur la santé, le bilan est encore plus positif. Donc il y a un écart entre les coûts, j'allais dire, et les bénéfices. Donc ça, c'est le premier travail qui a été publié en 2022 avec des collègues. Le deuxième travail, ça c'est un travail un peu plus récent, c'était en 2024, si je me rappelle bien. Donc c'est un travail dans lequel on a fait une sorte de revue de la littérature. On avait organisé un colloque international où on avait invité tous les spécialistes des engrais et des pesticides au niveau mondial. La majorité, c'est des économistes, mais pas que. Et on a essayé de regarder quels sont les leviers, pourquoi on n'arrive pas à réduire les intrants chimiques dans les systèmes productifs, dans les pays développés en tout cas. Et donc ce qui est ressorti de ce travail-là, c'est cet article-là qu'on a publié, et dans le cas duquel donc le consensus de tous ces chercheurs-là, c'était de dire que pour réduire les intrants chimiques de l'agriculture, on est obligé de mobiliser tous les acteurs. On ne peut pas tout faire peser sur les agriculteurs, parce qu'ils font partie du système ou de la chaîne alimentaire, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Donc il faut notamment prendre en compte les consommateurs, les industries agroalimentaires et tous les politiques, les lobbies, les NGO et tout ça. Deuxièmement, du point de vue économique, il faut des combinaisons d'instruments. Donc souvent, nous les économistes, on parle de taxes, et donc c'est quelque chose qu'on essaye un peu de dire que c'est un des meilleurs outils parce que c'est le plus efficace de changer les comportements. Mais ce qu'on a vu ici, c'est que c'est la combinaison d'instruments économiques. Par exemple, on peut penser à une taxe sur les pesticides ou sur les engrais, mais une redistribution des recettes de la taxe vers les agriculteurs les plus nécessiteux ou ceux qui vont être le plus impactés du point de vue revenu agricole. Donc pour résumer ici, la réduction des intrants chimiques, qui est un des leviers de la souveraineté alimentaire, nécessite un effort de la part de tous les acteurs dont on a parlé ici. Et enfin, ça c'est un dernier travail, mais c'est un travail beaucoup plus ancien, que j'avais fait avec mes collègues Jean Sauveur et Stéphane Marette, qui est spécialiste de ces questions-là. Ici, on regarde qu'est-ce qui se passe du côté du consommateur. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé plutôt des producteurs ou des agriculteurs. Maintenant, les consommateurs, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a tout un pan de l'économie qui s'appelle l'économie comportementale, qui va utiliser des outils d'économie expérimentale en laboratoire. On fait des expériences en laboratoire avec des gens à qui on va leur demander quel est leur consentement à payer pour des produits, et ça va nous permettre de faire des estimations, des calculs de consentement à payer moyen pour une population donnée. Donc ici, on s'était intéressé au vin bio, dans la région de Bourgogne.
Et on a demandé aux habitants, donc un échantillon représentatif des habitants, quel est leur consommation à payer pour du vin bio local et du vin non bio local, du vin non local bio et du vin non local. Les résultats ici, donc c'était du Vaqueras et du Marsanais pour les connaisseurs. Les résultats clés, c'est qu'il y a une prime significative pour le vin bio, qu'il soit local ou pas. On le voit ici dans ce graphe, mais on le voit ici aussi dans les autres graphes. Donc ça, c'est le vin bio local. Ce qu'on fait dans ce genre d'expérimentation, donc on va demander d'abord aux gens leur consentement à payer. Ensuite, on va leur délivrer un certain nombre d'informations et on va voir comment ça va changer leur consentement à payer. Donc ici, le fait d'informer ces habitants sur les impacts environnementaux associés aux engrais, notamment les gaz à effet de serre et le changement climatique, ou aux pesticides, notamment les impacts potentiels sur la santé, ça a changé donc la willingness to pay, le consentement à payer. Ce qu'on voit sur le graphe, c'est que ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait bouger significativement le consentement à payer pour le vin bio, mais ça a réduit significativement le consentement à payer pour le vin non bio. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les gens, les habitants, ils sont plus sensibles quand on leur parle d'impacts environnementaux qui les touchent directement, notamment ceux liés à la santé, mais aussi à la qualité de l'eau, parce qu'on leur a expliqué qu'avec une eau polluée dans une zone où il y a de l'agriculture intensive, le coût de l'eau va être plus élevé, parce que le coût d'épuration va être plus élevé, donc ils vont payer beaucoup plus leur eau dans ce cas-là. Ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir que la distance au vignoble influence la valorisation. Donc les habitants qui habitent à côté d'une vigne, leur consentement à payer ou leur prime pour le bio était beaucoup plus élevé par rapport à d'autres qui étaient un peu loin des vignes. Donc les implications en termes de politique publique, c'est qu'il faut mieux informer les consommateurs pour renforcer la valeur du bio, adapter les communications au territoire, donc là ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi privilégier les incitations économiques parce qu'on a fait des simulations et ce qui permet vraiment de changer les choses, c'est faire une taxe finalement sur les intrants chimiques qui peuvent être polluants. Enfin, pour conclure, donc j'ai un dernier slide sur les SICO comme levier de réduction des intrants chimiques. Donc on l'a bien vu ici, quand on parle d'agriculture bio, on n'utilise pas du tout d'intrants chimiques. Donc on a moins de dépendance aux intrants chimiques. Donc il y a une réduction structurelle parce qu'on va utiliser d'autres mécanismes d'agroécologie, de rotation, de fertilisation organique. Donc l'agriculture bio, c'est quelque chose dont on voit directement la notion de souveraineté alimentaire ici, en tout cas via les intrants chimiques, qui est assez claire. En ce qui concerne les autres SICO, les AOP et les GP dont vont parler mes collègues, donc en général, ce sont des systèmes un peu plus extensifs et autonomes par rapport aux autres systèmes. Donc, il y a une limitation du rendement. Qui dit limitation de rendement, en général, dit limitation d'intrants chimiques. Moins d'intrants pour certains produits, notamment, par exemple, le cahier de charge du comté, il y a une limitation de l'utilisation d'azote. Moins d'animaux par hectare pour l'élevage. Il y a un ancrage territorial fort, ce qui oblige, par exemple, l'accès au pâturage, limiter les concentrés et le choix de variétés locales. Donc on voit bien qu'il y a un approvisionnement local, ce qui limite la dépendance aux marchés internationaux, mais aussi moins d'intrants chimiques, comme je l'ai dit, notamment les réductions de pesticides ou d'autres types d'intrants pour certains AOP. Et enfin, pour terminer, j'ai ici un exemple de travail de Thomas, parce que Thomas, il n'a pas présenté, mais c'est lui qui sait plus sur cette question. Donc là, Thomas Poméan et Julie Rigolo et Cédric Gendre, ils ont travaillé sur cette question. Donc, est-ce que les indicateurs géographiques sont plus performants du point de vue économique, social et environnemental? Et la réponse est oui, parce qu'il y a une corrélation positive entre le fait d'être dans une SICO et la performance économique, la performance sociale, mais aussi les impacts environnementaux. Donc, pour résumer, les SICO qui favorisent donc des systèmes plus autonomes, moins dépendants d'intrants chimiques, offrent des opportunités importantes pour améliorer la souveraineté alimentaire. Et je m'arrête là et je suis heureuse de répondre à vos questions. Merci. C'est bon le temps ? Oui, ça va être de la marge aussi. Eh bien, merci beaucoup pour ces 3 présentations très enrichissantes et complémentaires. Du coup, on a une vingtaine de minutes pour poser des questions et échanger. Donc, qui veut se lancer? Et présentez-vous, du coup, si vous... Je travaille dans une épicerie à Paris
Et j'avais juste une question sur les signes de qualité, justement, par exemple canadiens, américains, même asiatiques. Est-ce que ça existe ou pas? Ça marche? Oui, ça marche. Du coup, j'avais oublié de vous dire quelque chose, ça tombe bien, merci pour la question. Dans certains pays asiatiques, notamment le Japon, il y a effectivement un système de produits de qualité qui s'approche des indications géographiques. Et on a pu montrer dans des travaux précédents que justement dans ces pays-là, ceux qui ont un système proche des indications géographiques, on exporte plus nos produits sous indication géographique. Donc effectivement, la sensibilité des consommateurs et la culture qui reconnaît ce lien entre qualité et territoire est un point important pour nous, pour développer notre modèle. Les États-Unis, non. Pour eux, c'est la marque. C'est pas... et quand on va présenter aux États-Unis, quand on allait présenter aux États-Unis et qu'on disait les indications géographiques, c'est de la qualité, souvent on avait des questions. Quoi ? Mais pourquoi vous dites ça ? Et on a vraiment une différence culturelle fondamentale sur ce point-là. Même si pour leur vin, ils commencent à y venir quand même. Donc voilà. Et au Canada, donc on a eu une présentation à la FAO, justement au colloque international, une doctorante qui présentait que les producteurs de sirop d'érable du Québec voulaient déposer une indication géographique en Europe pour leur sirop d'érable. Sauf que comme ils n'ont pas ce dispositif chez eux, ils ne peuvent pas déposer en Europe. Pour pouvoir déposer en Europe, il faut avoir un système équivalent dans leur pays pour contrôler, tous les contrôles et la réglementation. Et donc le Québec est en train de réfléchir à mettre en place de telles indications géographiques pour pouvoir justement protéger leur sirop d'érable. Donc c'est, quand je disais la diffusion du modèle, le fait d'avoir signé l'accord avec le Canada, qui a été beaucoup décrié et qui l'est encore, d'avoir mis les indications géographiques, on met un pas en Amérique avec ces questions d'indications géographiques, ce qui est quand même phénoménal. Enfin, c'est quand même un changement culturel pour eux important. Et on sent que les consommateurs sont réceptifs, puisque le sirop d'érable est sur la table des négociations et ils sont en train de monter le projet de déposer cette indication géographique en Europe. Bonjour, je m'appelle Christine Michelet, je suis sparring partner de dirigeant. J'ai une question pour Raja. Raja, qu'est-ce qui vous a fait choisir avec l'équipe de travailler sur le vin? Et est-ce que tu penses que les résultats auraient été différents si cela avait concerné un bien de consommation de tous les jours? Parce que le vin, on peut choisir de s'en passer, donc à la limite, on peut dire que le facteur prix est un peu différent, alors que peut-être un aliment du quotidien c'eût été différent. C'est une très bonne question. Merci, Christine. Alors, j'avoue que moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Et donc, le vin, cette notion de local, c'est quand même beaucoup plus facile de l'appliquer au vin. C'est beaucoup plus difficile, à mon avis, de l'appliquer. On remarque que ça peut être applicable aussi au fromage, mais on l'a appliqué au vin parce que, voilà. Mais mon collègue Stéphane Marette, qui est spécialiste de ces questions-là, il a travaillé sur le lait, sur le fromage, sur la pomme, sur tous les produits. Donc, à mon avis, c'est une question qu'il a déjà utilisée pour d'autres. Voilà. La notion du vin, c'est voir aussi est-ce qu'on achète du vin bio parce qu'on est sensible à au fait que localement, on est concerné par cette pollution qui peut être les pesticides ou pas, parce que c'est ça qu'on a donné comme information. Par rapport à un autre produit, je ne vois pas si on peut, parce que la vigne, c'est quand même une des cultures où on utilise le plus de pesticides. Et c'est là où on s'est dit que peut-être c'est l'exemple le plus parlant pour étudier cette question. Mais je t'invite à regarder tous les travaux de Stéphane Marette, qui a déjà travaillé sur tous les autres produits, pour d'autres questions. Merci. Je travaille également dans une épicerie. Et j'ai une petite question. Je vois pas mal de bouteilles de vin avec le logo AOC. Est-ce que AOC est équivalent à AOP? On peut dire que c'est AOC est égal à AOP. Carole Lee, la directrice de l'INAO, va répondre. Alors oui, c'est équivalent, c'est-à-dire que l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée,
c'est le nom originel français et c'est une politique qui est venue de la France, les appellations d'origine, et qui est devenue européenne en 92. Et en 92, l'Europe n'a pas appelé les appellations d'origine contrôlée, mais appellations d'origine protégée, parce que son rôle était de les protéger. Et donc, certaines appellations en France, et notamment dans le domaine viticole, ont gardé ce terme AOC, mais c'est exactement la même chose. Et ça, parce qu'aujourd'hui, toutes les AOC sont reconnues par l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Bonjour, je travaille pour l'intercéréale, l'interprofession des filières céréalières. J'avais deux questions pour madame au milieu. Je voudrais savoir comment vous aviez fait pour, dans les codes douaniers, différencier les produits qui relevaient d'une IGP et ceux qui ne relevaient pas d'une IGP, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas possible de distinguer les deux. Et pour madame à ma droite, on sait que le consentement, enfin, quand vous avez évalué le consentement à payer, c'était du déclaratif en laboratoire. Et comment vous gérez le fait que entre les déclarations des consommateurs et entre l'acte d'achat, il y a souvent une sacrée différence de comportement, quoi. Alors, je peux commencer. Merci pour la question. Effectivement, c'est extrêmement compliqué de suivre vraiment les flux d'AOC dans les douanes, enfin de produits sous indication géographique. Et comme vous l'avez dit, notre difficulté, c'est qu'un même code peut concerner des produits sous indication géographique et des produits sans indication géographique. Et beaucoup de travaux qui sont faits par les Italiens, par exemple, parce qu'ils travaillent beaucoup aussi sur des questions proches des nôtres, eux, ils n'ont pas le niveau entreprise exportatrice. Donc, eux, ils considèrent qu'un produit est concerné par des indications géographiques, ce qui laisse vraiment une grande incertitude sur le flux qu'on mesure. Nous, dans nos travaux, et grâce aux données de l'INAO et du travail de l'ODR, on est capable d'identifier l'entreprise qui exporte, qui est habilitée à faire des indications géographiques et qui exporte. Donc on réduit quand même ce biais, mais ceci dit, une entreprise peut très bien faire du camembert sous AOP et du camembert sans AOP, et nous, on va le considérer tout le flux comme AOP. C'est pour ça aussi qu'on s'est limité aux entreprises agroalimentaires pour éviter les grossistes qui, elles, mélangent des AOP, des pas AOP. Donc on s'est vraiment limité aux entreprises qui sont productrices de ces produits qu'elles exportent. Et n'hésitez pas, on peut échanger les codes si vous voulez. J'ai toutes les nomenclatures qu'on a pu faire, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de problème. Alors, pour répondre à votre question, c'est une très bonne question. Toutes les études qu'on fait au laboratoire peuvent être sujets à ce biais, effectivement, de déclaration, un biais de déclaration, donc c'est assez connu. J'ai deux éléments de réponse. Premièrement, on utilise un mécanisme qui s'appelle BDM en économie expérimentale, et c'est un mécanisme qui assure que le consommateur, la personne qu'on interroge, va donner son vrai willingness to pay. Ça, c'est du point de vue théorique, c'est très facile à démontrer. On peut en parler tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est qu'on ne s'intéresse pas ici au niveau, mais on s'intéresse à la différence. Donc, si j'ai une willingness to pay pour un vin non bio et une pour le vin bio, c'est la différence, c'est la prime finalement qui m'intéresse. Et on peut se poser que si j'ai un billet sur l'un, je vais avoir le même billet sur l'autre parce que je suis la même personne. Et donc ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et troisièmement, du point de vue économétrique, on va regarder aussi si on a des points aberrants. On va essayer de voir comment les corriger. On va essayer de vérifier la robustesse de nos résultats par rapport à tout ce qui peut nous paraître un peu soit trop faible, soit trop élevé par rapport à ce qu'on peut s'attendre. J'espère que j'ai répondu à vos questions. D'autres questions? Oui. Oui. Merci pour vos présentations, c'était super intéressant. Moi, je suis de l'agence bio, alors je vais parler du bio, peut-être pour rappeler un chiffre, parce que souvent on l'oublie quand même, 71% des produits bio consommés en France sont produits en France et 84% en Europe. Et c'était la question d'avant qui m'a fait réagir. Nous, au niveau des douanes, on peut identifier les produits bio et ça nous permet de quantifier. Et ensuite, c'était pour savoir si vous aviez fait d'autres analyses au sein... parce que
Bon voilà, c'était pour savoir s'il y avait eu un zoom peut-être plus bio dans les études que vous avez pu faire. Nous, on travaille aussi avec le GT Conso Bio, qui fait des études un peu similaires pour dire le consentement à payer. Et c'est vrai que la question est intéressante de dire est-ce qu'il y a de peut-être le pointer sur d'autres produits que le vin. Voilà, c'était une... Alors, juste peut-être un petit point justement, c'est une très bonne idée de voir comment le bio et comment les indications géographiques s'inscrivent aussi dans des démarches de durabilité. Et là, on a un travail en cours justement avec l'ODR, avec Thomas Poméon, sur croiser justement les complémentarités. Est-ce que justement les différents les IG sont complémentaires ou substituent, enfin comment ça se coordonne entre bio et signes de qualité. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Parce qu'il n'y a pas que le bio, il y a aussi des démarches privées. Donc on a aussi il y a des chiffres. Donc là, il y a un petit travail qui va être fait là-dessus prochainement. Voilà, qui permettrait de voir justement comment les différentes démarches se complètent ou non selon les productions et voilà, comment ça peut contribuer aussi à la durabilité globale des indications géographiques. Voilà. Oui, bonjour, Loïc Huguin, je suis producteur de lait, président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, référent et président de la commission bio pour Chambre de France, et j'ai été aussi accessoirement président de l'agence bio. Je suis arrivé un peu en retard, je m'en excuse, mais j'ai écouté les deux dernières intervenantes, et notamment la dernière. Ces sujets de SICO reposent aussi sur un équilibre, je dirais... moi qui viens de la production animale et qui regarde ce qui se passe sur mon territoire notamment et sur la conservation de la bonne qualité de nos sols, je vais l'exprimer comme ça, je me dis que tout ça, ça doit reposer sur un équilibre élevage végétal. Sauf que si j'écoute Solagro, il nous dit... qui nous dit on peut diminuer l'élevage et on peut encore le diminuer parce que l'élevage ne sert juste qu'à transformer du végétal et que tout compte fait, c'est une énergie gaspillée et qu'on pourrait aller directement au végétal et donc consommer plus de végétal. Et donc les dernières recommandations le prouvent un peu. Malgré tout, quand vous êtes dans des territoires... dont la valeur agronomique des terres c'est plus accentué quand la valeur agronomique des terres n'est pas bonne, je pense que l'élevage, et notamment l'élevage des ruminants, est très utile. Et j'en veux pour preuve que si je m'éloigne de la Bretagne et que je vais dans le centre de la France, où c'était des terres, et il n'y a pas besoin d'aller que dans le centre de la France, mais reprenons les positions de l'élevage dans les années 60, vous aviez des zones où il y avait du mouton, vous aviez des zones où il y avait de la vache allaitante. Ces zones-là ont vendu les animaux. Et aujourd'hui, ces zones-là, accentuées par le réchauffement climatique, ne peuvent plus, alors j'exagère un peu, mais ne peuvent plus produire grand-chose. Sinon, avec beaucoup d'irrigation, avec beaucoup de chimie, et même la chimie ne suffit plus aujourd'hui. Donc je pense que à travers les SICO, et notamment la bio, je pense qu'il faut qu'on soit capable de porter l'utilité de l'élevage dans l'équilibre de nos sols, dans l'équilibre de notre agriculture. Alors avec d'autres problèmes, hein, parce que je suis breton, donc vous avez beaucoup d'abattoirs, vous avez beaucoup d'industries de transformation laitière. Quand vous voulez réimplanter de l'élevage dans certaines zones, eh bien ces outils-là, vous en avez besoin, mais c'est très compliqué de les réimplanter. Il faut appeler un chat un chat. Mais malgré tout, je pense qu'on a besoin de le dire et vous avez besoin et vous avez obligation de le dire à travers l'INRA, à travers les instituts et nous aussi à travers les chambres. Mais là, quand on parle chambre d'agriculture, on voit aussi qu'il y a une petite phase politique qui complique un peu le discours. Mais c'est très utile et à travers les SICO, je pense qu'on doit mettre ça en avant. J'aurais plein de choses à dire, mais... Je pense que merci pour cette remarque et cette idée, parce que je pense que l'organisation de ce panel, c'était justement ça aussi aujourd'hui, c'est de bien
discuter de mettre en valeur peut-être la contribution des indications géographiques à un certain nombre de relocalisation, reterritorialisation, de territorialisation de certaines activités, notamment l'élevage. Je pense que l'élevage, c'est vraiment central pour les signes de qualité. Et je pense que c'est ça aussi l'objectif de ce petit panel qu'on avait aujourd'hui, c'est de souligner l'importance des SIQO dans ces réflexions et de ne pas oublier les SIQO dans les réflexions sur la souveraineté alimentaire là, actuellement, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Bonjour, moi je suis Monique Bagal, je travaille dans les indications géographiques en Afrique. Je fais partie de ceux qui exportent justement le modèle français et européen dans des projets en Afrique, ça marche plutôt bien. Donc je crois que le modèle français et européen s'impose bien en Afrique, à quelques exceptions près, parce qu'on a quand même quelques usurpations sur les marchés, sur les noms de fromage, qui sont en même temps pas protégés. Je me demande du coup à l'inverse si les indications géographiques qu'on a créées en Afrique, enfin qu'on a enregistrées, qu'on a reconnues, du coup, il y a son nombre de 202 à peu près, quelle est leur réception du coup par le marché français, parce que plusieurs sont en train d'être protégés au niveau européen, comme le poivre de Penja ou le Rooibos. Donc c'est pour savoir si justement, comme disait Madame Shakir, sur une étude d'économie comportementale, est-ce que c'est l'INRAE ou peut-être l'INAO qui peut faire ce genre d'études pour voir la réception des IG africaines sur le marché européen ou français? Parce que nous, on leur vend un petit peu que ça va marcher. Alors, juste avant de laisser Raja, effectivement, une fois que l'indication est enregistrée en Europe, elle est protégée sur le marché européen. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Et dans ce qu'on montre, nous, dans l'autre sens, en s'intéressant aux exportations françaises et européennes, enfin surtout françaises, on voit que ça marche particulièrement bien sur les marchés qui sont habitués à ce type de démarche. Et donc, l'Europe étant habituée à ce type de démarche, j'ai envie de dire que du coup, les consommateurs seront sensibilisés à l'indication géographique qui vient d'Afrique pour être sûr que ce n'est pas une contrefaçon ou un piège ou je ne sais quoi. Et c'est le vrai produit qui vient de ce pays d'origine. Donc je pense qu'effectivement, bon, il va falloir tester. Je vais laisser la parole à Raja, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, tous les signaux sont positifs pour pouvoir affirmer ça. Ça reste à prouver, mais je pense que... Et il y en a une au Cameroun, je crois, qui était présente à la FAO et qui marche bien. Donc c'était chouette. C'est pour ça, juste pour compléter ce qui est dit là, c'est qu'en fait, la conférence qu'on a eue à la FAO l'année dernière, où il y avait plus d'une cinquantaine de pays, ça a été justement un moyen là, de mettre en visibilité ces nouvelles IG en fait, qui sont en train de se développer en Afrique. Et je pense que ça participe ça prend du temps hein, de monter en réputation, mais ça participe de la connaissance culturelle, l'ouverture. On parle de modèles alimentaires, en fait, de culture alimentaire. Ces produits, de bénéficier d'une protection juridique, en fait, ça participe de la notoriété, de la création de cette réputation qui prend du temps, mais qui est importante, je pense, dans la dynamique globale. Et je pense que c'est pas... Donc là, c'est nouveau, ils sont tout nouveaux, hein, les IG africaines, mais voilà, ça va se développer petit à petit. Ouais. En tout cas, d'être protégé, c'est déjà une première étape et c'est vraiment très important. Parce que on a eu souvent des cas d'usurpation, en fait, qui étaient là préjudiciables aussi pour les producteurs. Et donc ça, c'était vraiment important. Pour la crédibilité, c'est extrêmement important de passer par cette étape. C'est long, mais c'est important. Donc je dirais qu'effectivement, il y a deux éléments. Le premier, c'est que quand on a une nouvelle IG qu'on ne connaît pas, il faut être transparent sur qu'est-ce qu'il y a derrière le cahier de charges, ce qui est le cas aussi même pour certaines SIQO en France, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que derrière certaines appellations. Donc ça, c'est important. Et je pense effectivement dans les études type économie expérimentale, on peut tester le consentement à payer, mais surtout le rôle de l'information. Quel type d'information on peut donner aux consommateurs pour qu'ils soient plus réceptifs par rapport au cahier de charges associé à une IG en particulier. Donc je pense qu'il y a... Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Et une dernière question alors. Le mot de la fin du coup. Non, mais excusez-moi, je reprends la parole parce qu'il y a un vrai sujet. Alors on le constate en bio et peut-être que dans les labels on peut le constater. C'est la recherche et l'amélioration
variétale. Parce que ça, c'est un véritable enjeu. Enfin, moi, j'ai des remontées plutôt du sud et du sud-ouest sur des espèces et des variétés en grande culture où on pourrait s'appauvrir et avoir un déphasage complet des rendements. Donc, jusqu'à un certain moment, le règlement bio permettait d'utiliser ou permet encore d'utiliser certaines espèces ou variétés issues de la recherche conventionnelle, mais c'est de moins en moins vrai, ça va être de moins en moins autorisé, ça ne l'est plus même pour certaines. Et ça, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Mais c'est comment? Parce que c'est le business quand même. Et si les semenciers ne gagnent pas d'argent et ils feront une partie de leurs revenus par le volume qu'ils pourront commercialiser, on va se retrouver en grande difficulté. Mais je vais mettre aussi les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on fait des NBT ou des NGT? Très clairement, est-ce que c'est un gros mot, y compris pour la bio ou pour les SICO? Personnellement, je pense, et on a mis ça au débat du côté Chambre d'agriculture, et je vous dirais que le débat et les avis étaient très, très, très partagés. Mais faisons attention quand même à ne pas se couper du monde par des améliorations de recherche et des améliorations génétiques qui n'ont rien d'OGM. Hein. Mais sur la base de la recherche variétale, il faut que... C'est comment, mais je ne suis pas certain que la puissance publique puisse le faire, et puis je ne suis pas certain du tout que la puissance publique doit le faire. Mais là, est-ce qu'à un moment quand même, dans le règlement, on ne doit quand même pas ouvrir la porte pour que ça nous permette de profiter de l'amélioration génétique sans utiliser tous les produits de synthèse et les méfaits qui en découlent. Parce que c'est ça le truc. Hein. C'est derrière, effectivement, même si vous aviez des semences, et je le dis très ouvertement, et la presse, si elle est là et qu'elle me reprend, bah, tant pis, mais j'assumerai. Non, mais enfin, ayons conscience quand même de ces enjeux-là. Merci. Je pense qu'il y a des gens de l'INAO qui peuvent peut-être répondre. C'est sensible. En tout cas, nous, je pense qu'on n'est pas compétente sur l'évolution des cahiers des charges, mais je pense que c'est un gros sujet pour l'INAO, donc pour l'avenir. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je pense que cette dernière question illustrait bien ce que c'est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire se poser la question de quel mode de production, quel modèle on veut adopter, et puis le discuter et voir comment on le met en place concrètement, quoi, voilà. Donc merci aux intervenants pour ces échanges, et merci à la salle aussi pour ces échanges fort intéressants. Merci à l'INAO, à INRAE, à tous les organisateurs, et puis au plaisir. Bonne continuation. Et merci à Thomas pour l'organisation.